Salut! J'ai préparé 7 questions de physique, certaines plus faciles, d'autres plus difficiles. Essayez d'y répondre et voyez combien de points vous obtenez. Il y a des questions à 1, 2 et 3 points pour un total de 15 points. Je m'appelle Simone Baroni et je suis physicien. Si vous aimez la science, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. Question 1 pour un point. En 1905, Einstein prouve A. Que la vitesse de la lumière est toujours la même, quelle que soit la personne qui la mesure et quel que soit le mouvement de la source par rapport à la personne qui mesure. B. Que la vitesse de la lumière est une limite infranchissable qui rien ne peut dépasser. C. Que la vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde. D. Qu'il est possible de voyager dans le temps. Il suffit de voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Appuyez sur pause si vous voulez réfléchir un peu. La réponse arrive dans quelques secondes. La bonne réponse est la réponse B. En fait, le fait que la vitesse de la lumière soit toujours la même est un principe à partir duquel Einstein commence à prouver sa théorie de la relativité restreinte de 1905. En conséquence, il prouve que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Pour autant qu'on le sache aujourd'hui, cette limite est valable dans toutes les situations de l'univers. Question 2 pour 2 points. Le fond de rayonnement cosmique que vous voyez sur cette image, capturée en 2009 par le satellite Planck, est une image de l'univers primordial. A. 380 microsecondes après le Big Bang. B. 380 ans après le Big Bang. C. 380 000 ans après le Big Bang. D. 380 millions d'années après le Big Bang. Appuyez sur pause si vous voulez réfléchir un peu. La réponse arrive dans quelques secondes. La bonne réponse est la réponse C. En fait, 380 000 ans après le Big Bang, l'univers est devenu transparent aux photons de lumière. C'est-à-dire qu'auparavant, les photons étaient continuellement absorbés par les particules chargées et libres de l'univers. Un photon n'était donc pas libre de se propager dans l'espace. Mais 380 000 ans après le Big Bang, la température de l'univers est tombée à 3000 degrés et les particules chargées se sont combinées pour former des atomes neutres. Les photons étaient donc libres de se propager dans l'espace et le rayonnement cosmique de fond est un instantané de ces photons se propageant pendant quelques 13,7 milliards d'années. Question 3 pour 3 points. En 1935, Einstein, Podolsky et Rosen ont lancé une attaque contre la mécanique quantique. Il s'agit du célèbre paradoxe EPR. Laquelle des affirmations suivantes est correcte? A. Einstein et ses collègues, que nous abrégeons par EPR, avaient entièrement raison et nous savons aujourd'hui que la mécanique quantique est une théorie incomplète, en partie grâce aux travaux de Bell en 1964. B. EPR avait raison de dire qu'il est possible qu'une théorie plus complète de la mécanique quantique, une théorie des variables cachées, existe. Et Bell a prouvé en 1964 que si une telle théorie existe, elle doit être non locale. C. EPR avait raison de dire qu'il est possible qu'une théorie des variables cachées existe, et Bell a prouvé en 1964 que la mécanique quantique est effectivement incomplète. D. EPR avait tort sous tous les fronts, et Bell a prouvé en 1964 qu'il n'existe aucune théorie qui puisse compléter la mécanique quantique. Appuyez sur pause si vous voulez réfléchir un peu. La réponse arrive dans quelques secondes. La bonne réponse est la réponse B. Aujourd'hui, la mécanique quantique est capable de prédire très précisément les expériences et de prédire des effets non locaux, tels que l'intrication quantique. En d'autres termes, ce qui arrive à une particule en un point de l'espace, par exemple, peut instantanément influencer ce qui arrive à une autre particule, même à des années-lumière de distance. Il s'agit précisément d'un effet non local, car il agit à distance. Il est possible qu'il existe une théorie des variables cachées qui décrive la nature d'une manière plus profonde de la mécanique quantique et fasse les mêmes prédictions que la mécanique quantique. En 1964, Bell a démontré que si une telle théorie existe,
et elle doit être non locale, comme la mécanique quantique. Question 4 pour un point. L'une des différences fondamentales entre un bit classique d'un ordinateur et un qubit d'un ordinateur quantique est A. Le bit ne peut prendre que deux valeurs, 0 et 1, alors que le qubit peut prendre une infinité de valeurs qui sont une combinaison linéaire de 0 et 1. B. Le qubit ne peut jamais prendre les valeurs pures 0 et 1. C. Le bit peut être cloné à l'infini, alors que le qubit ne peut être cloné que deux fois. D. Que si vous effectuez exactement la même mesure sur un qubit un grand nombre de fois de suite, le résultat de la mesure change en principe à chaque fois. Appuyez sur pause si vous voulez réfléchir un peu. La réponse arrive dans quelques secondes. La bonne réponse est la réponse A. En fait, un qubit peut se trouver dans un état de superposition de 0 et de 1. Il s'agit d'un état purement quantique, dans lequel le qubit n'est ni dans l'état 0, ni dans l'état 1, ni dans le 2. Si par exemple, il est dans un état de superposition de 70% 0 et 30% 1, cela signifie que si vous effectuez une mesure de qubit, vous aurez 70% de chances de probabilité d'obtenir 0 et 30% de probabilité d'obtenir 1. Question 5 pour 2 points. Le prix Nobel de physique Carlo Rubbia a proposé en 1993 un nouveau type de réacteur à fission nucléaire qu'il a appelé amplificateur d'énergie. Parmi les avantages suivants, lesquels ce type de réacteur présente-t-il par rapport au réacteur de fission standard? Il y a plus d'une bonne réponse et vous devez toutes les identifier. A. Il est capable de libérer de l'énergie à partir de la fission d'éléments plus légers que le fer. B. En principe, il est capable d'utiliser l'uranium épuisé des réacteurs classiques comme combustible et de transformer les déchets en éléments plus inoffensifs. C. Il est capable de réaliser la fission nucléaire sans utiliser de neutrons. D. Il est intrinsèquement sûr car en cas de panne d'électricité, le réacteur s'arrête automatiquement. Appuyez sur pause si vous voulez réfléchir un peu. La réponse arrive dans quelques secondes. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. En fait, le prototype de Rubbia implique qu'un accélérateur de protons frappe une cible en plan, par exemple, générant une cascade de neutrons qui frappent ensuite des noyaux d'uranium et les fissionnent, libérant ainsi de l'énergie. En cas de coupure de courant d'électricité, l'accélérateur s'arrête et le flux de neutrons, qui ne sont pas autoproduits par le réacteur, est interrompu car il consomme plus de neutrons qu'il n'en produit dans les réactions de fission. Avec ce système, il est également possible de fissionner l'uranium-238 du combustible épuisé des réacteurs à fission standard, et même de transmuter des déchets radioactifs, tels que le plutonium et l'américium, ou des fragments de fission de césium-137 et d'iode-129, en éléments plus inoffensifs du point de vue radiologique. Question 6 pour 3 points. En 1609, Galilée a pointé sa lunette vers le ciel et a observé, entre autres, que Vénus présentait des phases croissantes et décroissantes, tout comme notre Lune. Cela a permis à Galilée de A. Exclure que la Terre était au centre de l'univers. B. Prouver que la Terre était au centre de l'univers et que tous les autres corps célestes gravitaient autour de la Terre. C. Prouver que le système héliocentrique de Copernic, avec le Soleil au centre et toutes les planètes en orbite autour du Soleil, est valide. D. Prouver que l'un des deux systèmes mondiaux suivants était correct, soit le système héliocentrique de Copernic, soit le système de Tycho Brahe, avec la Terre au centre, le Soleil et la Lune en orbite autour de la Terre, et les autres planètes en orbite autour du Soleil. Appuyez sur pause si vous voulez réfléchir un peu. La réponse arrive dans quelques secondes. La bonne réponse est la réponse D. Le fait que Vénus ait des phases comme la Lune, croissantes, décroissantes, montre que Vénus tourne autour du Soleil et non de la Terre. Elle est donc compatible à la fois avec le système copernicien, dans lequel le Soleil est au centre et la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil, et avec le système de Tycho Brahe, dit système tychonien, dans lequel la Terre est au centre
et le Soleil et la Lune tournent autour d'elle, tandis que les autres planètes tournent autour du Soleil. Galilée proposera une expérience pour démontrer lequel des deux systèmes est le bon. Question 7 pour 3 points. En 1907, Einstein a eu ce qu'il a appelé plus tard la plus belle pensée de ma vie, dans laquelle Einstein comprend le lien entre la gravité et le mouvement accéléré. Quelle situation Einstein a-t-il imaginé? 1. Un homme tombe d'un arbre et, comme la pomme de Newton, est attiré vers le sol par la gravité terrestre, ce qui l'accélère. B. Un homme tombe du toit d'une maison et pendant sa chute, il sort des clés de ses poches et les laisse tomber en l'air. De son point de vue, les clés restent immobiles devant lui, c'est-à-dire qu'elles tombent avec la même accélération que l'homme. C. Un homme tombe du toit d'une maison et pendant sa chute, il sort les clés de ses poches et les abandonne en plein vol. De son point de vue, les clés accélèrent plus que l'homme car elles sont en métal. D. Un homme tombe d'un arbre et, de son point de vue, sa montre marque le temps plus lentement que l'horloge de la gare voisine. Appuyez sur pause si vous voulez réfléchir un peu. La réponse arrive dans quelques secondes. La bonne réponse est la réponse B. En effet, comme Galilée l'avait démontré dans les années 1590, si l'on élimine l'effet de l'air, des corps de forme, de densité et de masse différentes accélèrent tous sous l'effet de la gravité avec la même accélération. C'est-à-dire qu'ils arrivent ensemble au sol. Einstein s'est alors rendu compte qu'il était possible d'étudier l'effet d'un mouvement accéléré en le remplaçant par un champ gravitationnel approprié. C'est le fameux principe d'équivalence. Par exemple, si vous êtes enfermé dans une petite pièce, vous ne pouvez pas distinguer si la pièce est immobile sur la planète Terre ou si elle est dans l'espace propulsée par une fusée qui vous maintient sur le sol de la pièce. Comment s'est déroulé le quiz? Quel score avez-vous obtenu? Au-delà des points, j'espère surtout que vous vous êtes amusé à répondre aux questions. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez en savoir plus sur la gravité d'Einstein, le temps et la relativité, vous pouvez lire mon livre « Comprendre le temps et l'espace ». Le voici. C'est un livre accessible à tous, car il utilise un langage simple et contient plus de 60 autres figures et schémas dessinés par moi-même, comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Ciao et à bientôt avec une nouvelle vidéo.